À Pincevent, par exemple, on a retrouvé sur le site de Pincevent, qui est en Seine-et-Marne, on a retrouvé des blocs, de gros blocs à côté du foyer, très probablement correspondant au siège des tailleurs. Parce qu'on a retrouvé tout autour les éclats donc de débitage, de décortiquage, etc. Donc ici, autre exemple, on s'est rendu compte que dans certains cas, ils devaient tailler sur une de leurs cuisses parce que les éclats tombaient de part et d'autre, comme ici. On voit qu'on a deux amas avec rien au milieu, ce qui correspond à l'emplacement de la cuisse. Dans d'autres cas, on a des amas où on suppose qu'ils avaient une sorte de tablier qu'ils étendaient sur leur cuisse, probablement un tablier en peau ou en cuir, pour se protéger donc justement des éclats. Alors j'en viens maintenant aux enfants. Alors, je change de sujet, hein, voilà, j'aborde autre chose. Que faisaient les enfants ? Donc les enfants, on en parle très peu pour la préhistoire, c'est un peu comme s'ils n'existaient pas, alors qu'en fait, il y en avait forcément, la preuve c'est qu'on est là, donc il y avait des enfants. Et dans la plupart des sociétés que l'on connaît, non industrialisées, dans les campements de chasseurs-cueilleurs, il y a beaucoup d'enfants partout qui circulent au milieu des adultes, ils ne sont pas du tout parqués comme aujourd'hui, on les met dans les crèches, on les met à l'école maternelle, enfin, ils ont vraiment une vie séparée de celle des adultes. Or, on a très peu de traces des enfants, et on peut faire l'hypothèse qu'en fait, c'est qu'on n'a pas su les voir, tout simplement. Elles existent, mais on n'a pas su les voir. Donc, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a des traces des enfants. Alors, il y a déjà, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur deux types de traces. D'une part, il y a les empreintes de pas dans les grottes. Donc, on connaît à peu près une vingtaine de grottes qui ont livré des empreintes de pieds, de mains ou de coudes, empreintes corporelles humaines. Et on s'est aperçu que les empreintes d'enfants étaient beaucoup plus fréquentes que les empreintes d'adultes. Donc au départ, quand on s'est rendu compte de ça dans les années 1930, on a fait l'hypothèse que les grottes ornées étaient des grottes dans lesquelles on organisait des rites d'initiation et que c'est pour ça qu'il y avait des enfants, etc. Et puis cette hypothèse a été abandonnée pour la raison que parfois on a des empreintes de bébés. Des tout petits. Là, vous voyez par exemple à gauche les empreintes d'un enfant de 2 ans sur une banquette. À droite, une main d'un petit enfant de 4-5 ans. Donc, ce sont des enfants beaucoup trop jeunes pour avoir été initiés, pour être en âge d'avoir été initiés. Donc, l'hypothèse probable, c'est qu'en fait, ces enfants accompagnaient les adultes. Alors, ce ne sont pas les seuls exemples, hein, on en a d'autres. Hein. J'ai mis ceux-là parce que ce sont des photos, des jolies photos, mais il en existe ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a plus d'empreintes d'enfants que d'adultes? Probablement pour des raisons taphonomiques, c'est-à-dire pour des raisons de conservation différentielle. C'est-à-dire que si vous emmenez des enfants dans une grotte, et c'est encore vrai aujourd'hui, les adultes, ils vont marcher au milieu des allées centrales. Les enfants, ils vont pas vous obéir, ils vont pas rester à côté, là. Ils vont courir un peu partout, ils vont aller sur les banquettes, ils vont s'insérer dans des petites chatières difficiles d'accès, ils vont avoir envie de voir tout. Et du coup, ils vont aller dans des endroits qui seront préservés par la suite. Parce que dans les allées principales où les adultes marchent, il peut y avoir du ruissellement, il peut y avoir des animaux aussi, des ours ou d'autres animaux qui vont passer, et de la boue, etc. Donc ça va s'effacer. Alors que sur les banquettes, dans les petites chatières ou autres, ça va avoir plus de probabilité de se conserver. Donc c'est une explication relativement logique. Alors je vous mets un exemple, je vous ai mis un exemple assez joli. Il s'agit du réseau René Clastre, qui est une grotte qui communique, enfin qui ne communique plus, mais qui a communiqué à une époque avec la grotte de Niaux. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Ariège, hein, c'est pas très loin. Donc voilà le réseau René Clastre, qui ne communiquait pas à l'époque, c'était bien une grotte séparée de la grotte de Niaux qui est ici. Et l'entrée supposée devait être par ici. Donc là, je vous l'ai agrandi, voilà le réseau Clastre, avec l'entrée primitive supposée. Donc il y a des individus qui sont rentrés là, 5 personnes, donc un adulte homme, une femme ou jeune adolescente et 3 enfants qui sont rentrés, qui sont allés jusqu'au bout et qui sont ressortis. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qu'ils ont fait exactement, le parcours qu'ils ont véritablement emprunté. Donc ils sont rentrés par le fond, c'est-à-dire par là, et ils sont arrivés là. Donc l'adulte a marché au centre, la femme elle a marché un peu en bordure, et ici il y a une plage comme une dune qui fait 19 mètres de long.
Et les 3 enfants ont marché côte à côte. Donc ici, on voit bien les 3 pistes qui sont parallèles, et elles sont d'ailleurs tellement parallèles, elles ne se recoupent pas, qu'on peut supposer que les enfants se tenaient par la main. Puis, ils se sont arrêtés au bord d'une grande plage de calcite brillante. Ils ont stoppé net, celui du milieu étant un petit peu plus en avant. Et puis, ils ont sans doute hésité un quart de seconde, et puis ils ont sauté, ils sont passés de l'autre côté, et ils ont dévalé la pente. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer, la plage de calcite, et hop, ils sont passés de l'autre côté. Donc, il y en a un qui a un peu longé la paroi, les 2 autres ont dévalé la pente. Donc, on le voit ici, on voit sous un autre angle. Et par contre, ici, on entreaperçoit l'empreinte de la femme ou de l'adolescente. Ici. Et ensuite, ils ont continué à progresser dans la grotte. Et là, ils ont traversé, ils sont montés sur une petite butte, ils sont probablement montés tous les 5. Puis la femme est restée avec le plus petit des enfants. Les autres ont continué jusqu'au bout, où on les retrouve tout au bout. À un certain endroit, ils ont laissé leurs doigts glisser sur la paroi. Donc on ne sait pas si c'était volontaire ou un geste mécanique ou un geste ludique. Vous savez, vous avez certainement déjà vu des enfants dans la rue qui font ça, qui suivent, puis les parents qui les grondent parce que c'est sale. Voilà. Donc, et puis ensuite, ils sont tous repartis par le centre. Alors, pourquoi ils sont repartis par le centre? Parce qu'on n'a pas retrouvé leurs empreintes dans le sens de la sortie. Ils sont forcément ressortis, sinon on les aurait retrouvés. On aurait retrouvé leur corps. Donc, ils sont ressortis probablement tous groupés par le centre. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une vision d'ensemble d'un groupe humain. Alors, on ne sait pas si c'est le papa, la maman et les enfants, ça on n'en sait rien. En tout cas, il y a un groupe avec 2 adultes, ou un adulte, une adolescente et 3 enfants qui ont circulé. Il y a très très peu de représentations sur les parois. Il y en a un tout petit peu, mais à peine. Et ce réseau n'a plus jamais été fréquenté. Il y a eu une seule fréquentation. Et je vous donne un autre exemple intéressant, c'est la salle des Talons au Tuc de Doubert. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette grotte, c'est en Ariège. C'est une grotte extraordinaire qui fait à peu près 750 mètres d'extension, mais très très difficile d'accès. Il faut au moins 4 heures pour arriver au fond avec des techniques spéléo d'aujourd'hui. Donc, on imagine à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Et tout au fond, dans la dernière salle, on a les fameux 2 bisons d'argile, des bisons modelés d'à peu près 60 cm, un mâle et une femelle, ce qui sont absolument exceptionnels, ce sont des objets absolument uniques. Et dans cette salle, on a retrouvé toute une série, je crois qu'il y a 140 empreintes de pas, avec les talons enfoncés dans le sol. C'est ça, il y en a 180 empreintes de pas. Et on a longtemps pensé que c'était des enfants. Alors là aussi, il y a eu l'hypothèse du rite d'initiation qui a été abandonnée. On a imaginé des enfants qui s'amusaient, qui marchaient à croupeton. Et bon, c'était pas très convaincant, mais pourquoi pas, pendant que les parents faisaient les bisons, pendant que les adultes faisaient les bisons, les enfants ils s'amusaient autour. Bon. Et puis, il y a des chercheurs qui ont eu l'idée de faire venir des pisteurs, San, donc d'Afrique du Sud, du Kalahari en Namibie, pour lire les empreintes. Parce qu'eux ont l'habitude de déchiffrer les empreintes humaines. Donc ça s'est fait il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Ils sont venus voir, d'ailleurs ils ont été voir plusieurs grottes paléolithiques avec des empreintes de pas. Et là ils ont dit, en fait, il s'agit d'un adulte d'environ 38 ans et un enfant, enfin un adolescent de 14 ans. Qui ont fait plusieurs allers-retours dans la pièce, enfin dans la salle, entre les bisons et la réserve d'argile. Donc ils ont traversé à plusieurs reprises et ils ont dit, à l'aller, ils étaient plus lourds parce qu'ils transportaient l'argile, les empreintes étaient plus enfoncées et au retour, ils étaient plus légers dans l'autre sens. Donc très bien, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais on leur a demandé, mais pourquoi les talons? Pourquoi ont-ils marché en enfonçant les talons? C'est un peu bizarre. Et eux ont fait une réponse assez curieuse. Ils ont dit, mais chez nous, dans notre tribu, on est capable de reconnaître quelqu'un juste en observant l'empreinte de ses pieds. Et si on ne veut pas être reconnu, on marche en enfonçant les talons dans le sol. Alors, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que cette grotte, elle a été visitée qu'une seule fois.
les gens sont venus, ils ont décoré les parois, ils sont repartis et plus jamais personne n'est revenu. Donc pourquoi ils auraient fait ça? Ça paraît, c'est pas une explication, quoi. C'est intéressant parce que ça veut dire que là aussi on se dit tiens, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé, ça ouvre un petit peu l'esprit, voilà, mais ça donne pas de réponse parce que ça ne s'applique pas bien dans ce cas. Donc on a toujours pas d'explication en fait, on sait toujours pas. Pardon? Non, c'est plat. Non, c'est plat. Non. Alors toujours pour les enfants, je change de registre. On a aussi des preuves, des témoins indirects de la présence des enfants dans les sites et dans les campements archéologiques. En étudiant les fameux amas de silex dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, il y a des gens qui passent des années à faire des thèses pour remonter les silex sur les nucléus. Vous avez vu d'ailleurs dans le musée, j'ai vu qu'il y a un beau remontage qui est présenté, pour essayer de comprendre comment on fabriquait ces outils en silex, comment on les taillait, etc. Et on s'en rend compte qu'il y avait des tailleurs d'un niveau absolument exceptionnel. Vous voyez par exemple ici, c'est un nucléus qui est présenté au musée de préhistoire de Nemours, d'Île-de-France. Et vous avez une lame ici qui a été extraite qui fait 68 cm de long. Absolument personne n'a jamais réussi à reproduire une lame de cette taille. Vous avez aujourd'hui des tailleurs, des préhistoriens qui taillent la pierre depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme justement Éric Boéda, Jacques Pellegrin, qui sont vraiment des experts dans ce domaine, ben, n'ont jamais réussi à extraire une lame de cette longueur. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens à un niveau de compétence extraordinaire. Et puis à l'inverse, il y avait des gens qui taillaient pas très bien. Donc il y a eu des études très précises là-dessus, en étudiant donc les résidus, les lames, bien sûr les nucléus, c'est-à-dire les blocs dont on a extrait les lames et les éclats, et ils ont pu déterminer des niveaux de compétence. Il y a par exemple des gens qui faisaient une erreur, et puis au lieu d'abandonner, ben non, ils s'acharnaient pour essayer quand même de faire quelque chose, alors qu'un bon tailleur, il aurait dit, c'est pas la peine d'insister, c'est foutu, on prend un autre bloc, c'est pas la peine de se casser la tête. Donc, à l'aide d'un certain nombre de critères, ce que vous voyez, je vais pas vous les détailler, c'est juste pour que vous voyez un petit peu le principe, il a été possible de déterminer des niveaux de compétences. Et on s'est aperçu qu'il y avait au moins 2 catégories, des artisans très bons, experts, on peut me dire, avec des guillemets, experts, maîtrisant parfaitement donc la technique de taille, et puis des gens de niveau débutant à moyen, donc qu'on a considéré comme étant des apprentis. Alors pareil avec des guillemets, parce que c'est pas l'apprentissage tel qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, mais des gens en cours d'acquisition de la pratique. Et donc en plus de ces 2 catégories, on a aussi retrouvé des éclats, des lames, etc., taillés absolument n'importe comment, c'est-à-dire des gens qui taillent n'importe comment, qui savent pas du tout faire, qui font n'importe quoi. Et là, on a fait l'hypothèse que c'était des enfants qui essayaient d'imiter les grands, qui essayaient d'imiter les adultes. On devait leur donner quelques petits bouts pour s'amuser, ou même tout simplement pour apprendre tout doucement, tout seul dans leur petit coin. Et ils tapaient sur le silex, et puis ça donnait des choses aberrantes, quoi. Et par ailleurs, on s'est rendu compte que ces gens de niveaux de compétences différents n'étaient pas au même endroit dans le site. Donc il y a en particulier 2 sites qui ont été très très bien étudiés, mais il y en a d'autres, mais disons ce sont les 2 sites précurseurs dans ce domaine. C'est Pincevent, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, et le site d'Étiole, qui est dans l'Essonne, qui est pas très loin de Pincevent. Et là, on a étudié non seulement les niveaux de compétences, mais également la répartition dans le campement. À quel endroit ils se situaient par rapport, si vous voulez, au foyer, par rapport aux zones d'occupation des grottes, etc. Et on s'est rendu compte que les experts étaient toujours en position centrale, parce que vous voyez la zone bleue, là, que vous voyez dans la tente, et les gens en cours d'apprentissage plutôt dans les zones périphériques. Et les enfants dans des zones encore plus éloignées, en fait. Donc il y a vraiment une espèce de hiérarchie dans la répartition, mais qui peut être liée, pas forcément à une hiérarchie de pouvoir, ça peut être tout simplement lié à une logique, c'est-à-dire que les experts, s'ils doivent
emmancher une hampe en bois et emmancher une pointe en silex, il faut qu'il soit à côté du foyer pour pouvoir faire fondre le mastic et la colle qui va servir à emmancher. Donc c'est logique qu'il soit dans la partie centrale à côté du foyer. Il y a aussi une logique interne. Alors à Pincevent, on a un doctorant à étudier un secteur du site qui n'avait pas encore été étudié la répartition des vestiges, et il a mis en évidence une aire de travail des pots, grâce à la présence d'ocre, mais aussi de grattoirs ayant servi les pots, et aussi des aires d'accumulation cendreuse, peut-être destinées à, comment on appelle ça, à sécher les pots. Donc il en a déduit qu'il s'agissait probablement d'une zone d'activité féminine. Et comme il y avait tout autour des déchets de taille complètement nuls, si j'ose dire, eh ben ils en ont déduit que c'était les enfants qui étaient à côté des mamans. Alors ça, c'est une interprétation complètement sexiste. Oui, je vois que vous faites la moue, bah oui, parce que rien ne dit que c'était les femmes et rien ne dit que c'était les enfants. Je veux dire, là, on est complètement dans la surinterprétation. On est dans la surinterprétation totale. Et ça m'amène à la question, qu'en est-il des femmes? Parce que vous avez vu, j'ai essayé de vous parler un peu des enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire des femmes? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elles faisaient, s'il y avait une répartition des tâches, quel était leur statut? Donc là, il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites. Certains ont essayé d'en faire des superwoman, d'autres, au contraire, des femmes très dominées par leur mari, etc. Enfin, par leurs époux. Bon. Alors, déjà, on a vu que c'était pas des petites femmes fluettes qu'il fallait protéger, hein, ça, on a déjà vu ça. Et là, c'est une donnée objective, puisque ce sont les squelettes qui nous le disent. Hein. Alors, quand on regarde les représentations des femmes par le passé, on voit que il y avait deux sortes de représentations. Soit les femmes étaient les gardiennes du foyer, protectrices des enfants, etc., fragiles, qui devaient être protégées par les hommes, hein, c'est ce que vous voyez à gauche. Soit c'était des appâts sexuels. Et là, c'est ce que vous voyez dans la peinture Pompier de la fin du 19e siècle, où la préhistoire était prétexte à représenter donc des scènes de rapt ou autres, avec des femmes très sexy. Et ça a perduré, puisqu'on voit ici Raquel Welch dans un film des années 1960 même, où on voit que donc là, la femme fait vraiment est prétexte à des représentations érotiques en fait. Alors pendant longtemps, on a considéré que la préhistoire, c'était la chasse, c'était la taille du silex, c'était le domaine des hommes, et c'était ça qui avait permis l'évolution et l'apogée de l'humanité, etc. Et en réalité, depuis maintenant une cinquantaine d'années, il y a de plus en plus, les femmes sont rentrées en préhistoire, il y a des chercheuses, et il y en a de plus en plus, il y en a eu de plus en plus. Donc elles se sont fait un petit espace comme elles ont pu au début, et souvent elles ont traité de sujets qui n'avaient pas été traités par les hommes, qui avaient été un peu délaissés ou méprisés par les hommes. Donc elles se sont intéressées, par exemple, aux matières dures animales, au travail des matières dures animales, de l'os, du bois de cervidé, etc. Et elles se sont intéressées aux matériaux périssables, aux peaux, aux textiles, entre guillemets. Il n'y avait pas de tissage, mais à la vannerie, etc. Et donc, peu à peu, elles ont sorti les femmes de leur invisibilité. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas question de donner l'image d'une superwoman qui aurait eu tous les pouvoirs. C'est pas du tout ça. Juste essayer de lui redonner une certaine visibilité. Alors déjà, on sait que quand même, elle s'occupait des enfants, bien sûr. Hein, c'est normal, c'est la femme qui porte les enfants. Et on a retrouvé d'ailleurs une figuration que vous voyez à gauche ici, une plaquette avec des femmes de profil, dont une semble porter un bébé sur son dos. Ici, c'est par comparaison. Hein, bon. Mais ce serait un cas unique. Bon, alors, il est évident que les femmes s'occupaient d'enfants. Par contre, la représenter avec toute une ribambelle d'enfants autour d'elle, ça, c'est pas très vraisemblable. Pourquoi? Parce que on peut étudier les dents des enfants et l'analyse des isotopes du calcium, ce qui permet de déterminer jusqu'à quel âge ils ont été allaités. Or, on sait que les enfants préhistoriques étaient allaités très très longtemps, à peu près jusque vers 4 ans, 3-4 ans, comme dans la plupart des sociétés de chasse et de cueillette. Et on sait qu'une femme qui allaite a moins de probabilité de tomber enceinte. Ça bloque la fertilité. Ça sert un peu de pilule naturelle.
Et effectivement, donc l'âge du sevrage d'un bébé peut permettre d'estimer la période, si vous voulez, entre deux grossesses, la période qui s'est écoulée entre deux grossesses. Et donc, on a supposé, on a fait l'hypothèse, grâce à ces études dedans, qu'il y avait à peu près 4 ans qui séparaient chaque grossesse. Ce qui correspond à peu près à ce qu'on sait chez des sociétés ayant la même économie. Comme les femmes pouvaient procréer, disons, à peu près jusqu'à 30 ans, on peut supposer que, avec un allaitement pendant 2 à 3 ans chaque fois, elles avaient un premier enfant autour de l'âge de 14 ans, ce qui veut dire qu'elles pouvaient donner au maximum naissance à 5 ou 6 enfants au cours entre 14 et 30 ans. Sachant qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Ce qui veut dire qu'en fait, elles n'avaient pas beaucoup de petits-enfants en bas âge autour d'elles en même temps, en fait. Et par ailleurs, on sait que les humains, mais ça c'est quelque chose de très général et ça concerne les hommes actuels aussi, les humains sont des reproducteurs coopératifs, comme d'autres espèces. Il y en a d'autres espèces, c'est certains primates non humains, les hyènes également. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas seulement à la charge d'un seul adulte, il est pris en charge par la communauté, par le groupe. Et donc on a fait pas mal d'études de psychologie évolutionniste et des observations ethnographiques aussi qui ont montré que dans de très nombreuses sociétés, le rôle des grands-mères est très important. C'est-à-dire que les grands-mères prennent en charge les jeunes enfants, ce qui permet de soulager les jeunes mères qui peuvent se consacrer à d'autres activités. Et d'ailleurs, très longtemps, on s'est demandé pourquoi les femmes humaines, enfin les femelles humaines, pourquoi est-ce qu'elles connaissaient la ménopause et elles continuaient à vivre pendant très 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 longtemps alors qu'elles ne pouvaient plus avoir d'enfants. C'est très rare, il y a très peu d'espèces pour lesquelles c'est le cas. C'est le cas notamment chez les cétacés, curieusement. C'est-à-dire qu'il y a une très longue période de vie après la période de reproduction. Et on s'est posé la question de se dire, peut-être que c'est justement pour ça, parce que ça a un intérêt adaptatif qu'elles vivent longtemps, pour pouvoir aider le groupe, et aider en particulier les jeunes femmes, mais pas seulement, pour aider le groupe en son entier. Alors par ailleurs, pour revenir aux activités des femmes, on a vu que les femmes étaient robustes. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La question se pose très régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la participation des femmes à la chasse au gros gibier? Alors, quelques indices ostéologiques permettent de montrer que, en fait, c'est plutôt les hommes qui pratiquaient la chasse au lancer, en tout cas, parce que on a étudié ce qu'on appelle l'antésopathie unilatérale de l'épicondyle, c'est-à-dire c'est au niveau du coude, une affection qui se produit au niveau du coude, qui est un bon marqueur d'activité, en particulier de lanceurs d'armes de jet, mais ça existe aussi chez les lanceurs, les gens qui font les sportifs de haut niveau, qui ont souvent des problèmes au niveau de l'articulation du coude. Or, on s'est rendu compte, en faisant des analyses à partir de populations d'Européens du Paléolithique supérieur, que c'était pratiquement toujours les hommes qui souffraient de cette affection. Je crois même, dans tous les cas observés, c'était toujours les hommes, et du côté droit, uniquement du côté droit. Donc, on peut supposer que le lancer d'armes de jet était plutôt une activité masculine. Et par ailleurs, d'autres études ont montré qu'il y avait aussi, dans certains cas, quand on fait travailler énormément un côté, eh bien, on le muscle davantage et ça se voit au niveau du squelette, au niveau des insertions musculaires. Donc, on s'est rendu compte que chez les hommes, il y a très souvent une asymétrie entre les humérus droit et gauche. Ce que vous voyez sur le dessin de droite ici. Enfin, c'est pas très clair, mais on croit. Ce qui s'explique, voilà. Et donc, on peut considérer que les hommes avaient plutôt des activités unimanuelles, c'est-à-dire d'un seul côté, et les femmes, quand il y a des usures, c'est des deux côtés. C'est plus, ce sont des tâches bimanuelles, qui se font des deux côtés, de gauche et droite. Donc, on peut en déduire, en tout cas, à partir des quelques exemples, parce qu'il n'y a pas tellement de squelettes, et il n'y en a pas tellement qui ont été étudiés. Ça représente quelques exemplaires seulement. On peut peut-être pas généraliser à tout l'ensemble de la période, mais on peut dire que pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, d'après les cas observés, on peut dire que les femmes ne pratiquaient pas la chasse au lancer.
Mais ça ne veut pas dire qu'elles étaient confinées à des tâches domestiques, parce que il existe des tas d'autres manières de chasser, et on sait, d'après les données des informations ethnographiques, que les femmes participent généralement activement aux chasses collectives, chasse au gros gibier, et également qu'elles pratiquent la chasse au petit gibier, mais avec d'autres méthodes, d'autres stratégies de chasse, piégeage ou autres. De plus, la mise à mort de l'animal lors de la chasse n'est qu'une étape du processus synégétique. En réalité, il y a plusieurs étapes. Il y a toute la préparation des armes, préparation du terrain, de reconnaissance du terrain, etc. Ensuite, il y a la mise à mort. Ensuite, il y a la préparation, il y a le dépeçage, il y a tout un tas Donc, il est fort probable que les femmes participaient à un moment ou à un autre, pas forcément à la mise à mort elle-même, mais à un moment ou à un autre de ce processus. Par ailleurs, elle pratiquait très probablement la cueillette des végétaux, mais là aussi, on ne peut pas affirmer qu'elle était la seule à le faire. Il est très possible que les hommes aient participé aussi à la cueillette des végétaux. Donc là, on sait que ethnographiquement, c'est généralement les femmes, mais les hommes peuvent aussi mettre la main à la pâte. Or, on sait que l'apport nutritif dans une population vivant de la chasse et de la cueillette, l'apport nutritif de la chasse est très faible et en plus très aléatoire. Alors que la base de l'alimentation, celle qui permet vraiment de subvenir aux besoins quotidiens, c'est plutôt la cueillette en fait. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il faut relativiser l'importance de la chasse finalement dans la survie générale du groupe. Et pour finir sur les femmes, il y a toutes les activités techniques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des sociétés où les gens pratiquent encore la taille de la pierre, ce sont généralement les hommes qui font la taille de la pierre. Mais ça peut arriver que les femmes le fassent, et en particulier quand elles ont besoin pour leurs propres activités d'un outil, eh bien elles le taillent elles-mêmes. Elles ne vont pas aller demander à un homme « taille-moi un grattoir là parce que je dois travailler la peau, là j'ai plus de grattoir ». Non, elles savent quand même si ce n'est pas forcément le cœur de leur activité, elles savent tailler la pierre si nécessaire. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, elles peuvent participer à pratiquer d'autres activités techniques, et on peut tout à fait penser que, par exemple, la découpe du gibier ou l'écharnage de la peau, tout ça a été fait par des individus différents. Donc on peut supposer que les différentes étapes d'une chaîne d'opération, chaîne opératoire disent les préhistoriens, chaîne d'opération, ne sont pas forcément exécutées par les mêmes acteurs. Les individus peuvent très bien, certains vont tuer le gibier, d'autres vont s'occuper de la dépouille, d'autres encore vont travailler la peau, d'autres vont s'occuper de la viande, la faire cuire, etc., etc. Donc on peut supposer que c'est plutôt un travail collectif qu'autre chose. Et puis, ces dernières années, donc les archéologues femmes, certaines d'entre elles, se sont intéressées à tous ces matériaux qui ne se conservent pas, mais dont on a parfois des traces en négatif, comme des fragments de corde. Ici, vous voyez à Lascaux un fragment de corde on a retrouvé l'empreinte d'une corde de 30 cm de long, avec quelques fibres qui étaient encore présentes. Ici, on a un morceau de leuce, c'est une sorte d'argile très fine, avec l'empreinte de quelque chose qui est peut-être un panier, qui s'est imprimé dessus. Donc on sait qu'il y avait des activités de vannerie, de cordage qui étaient effectuées. Donc là aussi, bien sûr, il y avait les vêtements, ça servait aux vêtements, ça pouvait servir à faire des paniers, à faire toutes sortes d'objets, à fabriquer des embarcations aussi, ça pouvait servir à beaucoup de choses. Et là, on peut supposer que les femmes avaient aussi pratiqué ce genre de tâches artisanales. Et une archéologue américaine qui s'appelle Olga Soffer, qui a beaucoup travaillé là-dessus, va même plus loin, et elle pense que les femmes ont joué un rôle très important dans ce domaine-là, à tel point que elle dit, puisqu'elle connaissait très bien les plantes et tout, les plantes médicinales probablement aussi, il est possible que finalement les femmes soient à l'origine de la médecine. Mais bon, là, c'est une vision un peu idyllique de la femme, un peu féministe aussi, il faut bien le dire. Donc là, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était très vraisemblablement des tâches partagées, aussi en fonction des compétences. Je veux dire, c'est comme dans notre société, quelqu'un qui sait très très bien faire le soufflé, on va lui demander de le faire, on va pas demander de le faire à celui qui sait pas, quoi. Donc voilà, c'est en fonction des compétences des gens, on répartissait les tâches.
Alors pour finir, en ce qui concerne les grottes ornées, on sait que les femmes les fréquentaient comme les hommes, puisqu'on a, comme tout à l'heure je vous ai dit, on a des empreintes de pas de femmes, mais aussi on a retrouvé aussi des figurations de mains, ce qu'on appelle les mains négatives, hein, c'est-à-dire qu'on place sa main sur la paroi puis on souffle la peinture autour. Donc, en tout cas, pour ce qui est des mains, on ne peut pas dire que ce sont des hommes, que c'était exclusivement des hommes, parce qu'on a même des mains d'enfants aussi. Alors, par contre, c'est difficile de généraliser. Pourquoi? Parce que la plupart des mains, comme dans la grotte de Gargas, qui n'est pas très loin d'ici, la plupart des mains sont souvent incomplètes. C'est-à-dire qu'il manque des doigts ou il manque des phalanges. Alors, pour quelle raison? Ça, c'est une autre histoire. Donc, il est difficile de savoir absolument si c'était des hommes, mais on peut étudier quand même la largeur de la paume pour savoir si c'était des grandes mains d'hommes adultes ou des mains plus petites, etc. Et puis, il y a en 2002 un chercheur qui s'appelle John Manning qui a mis au point, qui a mis en évidence une différence au niveau des mains entre les hommes, les mains féminines et les mains masculines. Alors évidemment, c'est statistique, mais il dit que chez la femme, l'index et l'annulaire sont de même longueur, alors que chez les hommes, l'index serait plus court que l'annulaire. Mais c'est statistique, hein. Ça ne veut pas dire que si vous voyez que c'est pas bien, c'est pas vrai chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes anormal. C'est statistique, voilà. Et donc cet indice a été testé dans une grotte d'Indonésie, la grotte de Masri 2, à l'est de Bornéo, où il y a énormément de grottes de mains négatives. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autant de mains négatives que de mains féminines. Alors, le test a été fait dans les grottes paléolithiques françaises. Et en particulier, il y a un Américain qui s'appelle Dean Snow qui a testé cet indice sur 32 mains de 8 grottes différentes. Donc, il y a une grotte en Espagne, la grotte du Castillo, Gargas, bien sûr, Pechmerle, bon. Et sur ces 32 mains, il a déterminé que 24 mains étaient féminines. Bon. Et puis, il y a un autre chercheur, plus anciennement, en 2005, qui avait, lui, il s'était basé sur la largeur de la paume. Et lui, il avait conclu que la plupart des mains étaient des mains d'adolescents. Donc, ça veut dire pas des mains d'adultes. Donc, l'échantillon est très réduit. Donc, c'est difficile d'en tirer des généralités. En sachant qu'en plus, les mains, ça correspond à une période assez précise. Et on n'en a que dans une trentaine de grottes. On ne peut pas généraliser. On connaît presque 400 grottes et abris ornés. On n'a que 30 grottes ayant livré des mains. Mais ce qu'on peut dire, sans se tromper, c'est que tous les deux chercheurs s'accordent à dire que, quel que soit le critère que l'on adopte, il semblerait que les mains d'adultes hommes ne représentent que 10% des mains étudiées. Hein. Ça ne veut pas dire que... Ce qui veut dire que les femmes rentraient dans les grottes et pouvaient y apposer leurs mains. Ça ne veut pas dire que c'est elles qui dessinaient et peignaient les bisons, les mammouths, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'était les hommes. C'est-à-dire, on n'en sait rien, en fait. Donc là, on peut juste dire que c'était pas un tabou, que les femmes pouvaient rentrer dans les grottes. Mais qui faisait les gravures, qui faisait les peintures d'animaux? Alors là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup progressé. Mais on peut plus exclure, hein, comme pendant longtemps, on a toujours représenté les peintres comme étant des hommes, on peut plus exclure que les femmes aient participé ou aussi bien peint que les hommes. Alors, je vais vous parler un tout petit peu des perceptions sensorielles. Donc là, c'est vrai, on a un peu tendance à partir du fait que les traces étant matérielles, on n'a que des informations d'ordre matériel. Par exemple, si je trouve un cercle de pierre avec des traces de feu, comme vous voyez sur la photo de gauche, avec des cendres, des traces de rubéfaction et quelques eaux brûlées, je peux en déduire qu'il y a eu un feu qui a été allumé là. Voilà, ce qui est très probable, hein, je veux dire. Bon. Après, souvent, on s'arrête là. On s'arrête là. Il y a eu un feu. On a fait la cuisine, peut-être, si on retrouve des bouts d'os. C'était un feu culinaire, voilà. Puis on s'arrête là. Mais en réalité, on peut essayer d'aller plus loin, parce que s'il y a eu un feu, ça veut dire qu'il y a eu des odeurs. Il y a eu des odeurs de cuisine, il y a eu des odeurs de viande, etc. Donc, à partir de ce biais-là, on peut essayer de retrouver un univers olfactif. Et puis, pareil pour la vue, pour le toucher, etc. Donc moi, je me suis surtout intéressée au toucher. Pourquoi? Parce que c'est le domaine qu'on peut toucher, si j'ose dire, justement du plus près, puisque les objets qu'ils ont touchés nous sont parvenus. Donc là, j'en reviens aux exemples dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où je sais que, par exemple, pour
pour faire telle ou telle activité technique, ils choisissaient pas n'importe quelle pierre. C'est-à-dire, par exemple, s'ils voulaient tailler du silex, il leur fallait un percuteur dur. Ils n'allaient pas prendre une pierre molle. Et donc, ils la choisissaient avec le toucher. S'ils voulaient... là, j'ai un autre exemple. Il y a des pierres qu'ils ont travaillées par des techniques autres que la taille, qu'ils ont façonnées, qu'ils ont sculptées. Voilà, par exemple, la lampe de Saulvieux, on connaît une trentaine de lampes de ce type-là, la plus connue étant la lampe de Lascaux, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un moulage là dans la boutique. Et donc, ce sont des lampes en grès. Le grès, c'est un matériau à grains très fins et très fragile. C'est-à-dire que c'est un agglomérat, en fait, de grains. Et si on travaille le grès en percussion lacée, c'est-à-dire en tapant dessus, on a toute chance de le voir éclater. Donc, on est obligé de le travailler par usure, par raclage ou par polissage, petit à petit. Et ça, en plus, si on veut quelque chose de très poli, on va tester le grain, on va choisir le grain avec le toucher. On va faire travailler son toucher. Donc ça, ce sont des évidences pour nous, mais ça devait l'être aussi pour eux. Donc, à partir de nos perceptions sensorielles à nous, on peut supposer qu'ils avaient les mêmes. Ils n'ont pas fait de choix absurde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé le grès en tapant dessus, ce qui prouve bien qu'ils avaient les mêmes perceptions sensorielles que nous. De même pour le silex, pour travailler le silex, on sait que c'est une roche qui doit être homogène, qui doit être isotrope, solide, dure, pour pouvoir produire des éclats. Et des lames, donc, au tranchant acéré. Donc, il fallait sélectionner les silex. Les sélectionner à la vue, bien sûr, mais surtout au toucher, et aussi à l'ouïe. On peut taper, faire sonner le silex. S'il y a une fissure ou s'il y a une irrégularité à l'intérieur, un bon tailleur, il va s'en rendre compte tout de suite. Donc tout ça fait appel au sens. Donc ça veut dire qu'à partir de notre propre expérience sensorielle et en examinant les objets archéologiques, on peut retrouver leurs propres expériences sensorielles. Un autre exemple ici avec le polissage. Donc quand ils faisaient du polissage, ici c'est un exemple de polissage d'aiguilles à chat, donc en os ou en bois de cervidé. On a retrouvé des petits polissoirs en grès ou en pierre ponce. Et là, ils choisissaient aussi une matière qui morde la matière, un matériau qui morde la matière, donc rugueux, avec une certaine rugosité. Et pour la meule et le broyeur, il faut toujours, et ça c'est une règle qui existe encore aujourd'hui, il faut toujours prendre deux pierres différentes dont l'une va mordre sur l'autre, donc une rugueuse. Et là aussi, on sait qu'ils choisissaient également donc les roches adéquates. Et je reviens à mes bisons de tout à l'heure. On a retrouvé dans la salle des talons là, de tout à l'heure des petits nodules des petits nodules d'argile en forme de boudin. Donc on a découvert ça. C'est une grotte qui a été découverte au tout début du XXe siècle. Et pendant très longtemps, on a cru que c'était des phallus rituels. Jusqu'à ce qu'il y ait, dans les années 1980, un céramiste qui visite la grotte. C'est une grotte très 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 peu visitée. Il y a peut-être, c'est une grotte privée et il laisse rentrer personne. Il y a peut-être une visite par an et encore. Et donc quand il a vu ça, il a dit « Oh mais non, mais ça je connais, ça ce sont des résidus. C'est pour tester la plasticité de l'argile. Je prends une petite boule et puis je la frotte dans mes mains pour voir si l'argile est assez plastique pour pouvoir la travailler. » Donc, les phallus rituels, la théorie des phallus rituels a été mise au placard et on a compris qu'en fait, c'était des résidus techniques qui prouvent bien qu'ils avaient les mêmes gestes techniques que nous, en fait. Enfin, ou qu'un artiste qui travaille aujourd'hui l'argile. Donc, ces caractéristiques des matières premières qui s'apprécient donc principalement au toucher, mais aussi parfois à l'ouïe ou à la vue, étaient les mêmes. Elles sont les mêmes pour nous, elles étaient les mêmes pour eux. Là, j'ai mis une photo parce que c'est un objet assez extraordinaire et très très rare. C'est l'empreinte d'un doigt qu'on a retrouvé donc, dans un fragment d'argile, enfin de l'os cuit d'Europe centrale. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, pour conclure, donc j'espère que je vous ai donné l'envie d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont ces gens vivaient. Et ces hommes, ces femmes, ces enfants donc, qui nous ont précédés, sans qui nous ne serions pas là, évidemment. Voilà, donc ben, je vous remercie de votre attention.
Ah, oui, 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 oui. Parce que là, on a fait des analyses ADN. On a 4 à 6% de... Voilà, alors ça dépend des populations. Hein. C'est ça, il y en a, c'est 2 à 4 et d'autres 4 à 6. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, on sait qu'il y a des croisements. On sait qu'il y a eu des croisements. Oui, oui. Mais après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Soit, petit à petit, ils ont disparu parce qu'ils étaient trop peu nombreux pour se reproduire, comme les animaux qui disparaissent, hein, les extinctions d'animaux. Ça, c'est une des hypothèses. Ils se sont retrouvés isolés dans des petites poches, loin les uns des autres, des petits groupes isolés, pas assez nombreux pour se reproduire. Soit, ils se sont fondus dans la population actuelle. Ce qui n'est pas impossible. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Ils seraient devenus de plus en plus en effectif de plus en plus réduit et que les quelques derniers survivants auraient été fondus dans la population d'aujourd'hui. C'est possible. Et de plus en plus, on se rend compte, en étudiant notre propre génome et le génome des Néandertaliens, qu'on a hérité de certains caractères, de certaines maladies ou certaines propensions à certaines maladies, nous viendraient des Néandertaliens. Alors je mets quand même du conditionnel, hein, parce que ça reste des études qui sont en cours et qui sont à confirmer, mais ça veut dire qu'on a hérité beaucoup plus d'eux que ce qu'on pourrait penser. Hein. Voilà. Après des grottes avec des pas humains, il me semble qu'il y en a à Aspect aussi. Avec des pas humains. Des grottes avec des pas humains. Oui. À Aspect, dit-il. Où ça? À Aspect, ici, on a dit là. Ah, je sais, oui. Aspi. C'est possible, je ne connais pas, c'est possible. Je sais qu'il y en a une trentaine, mais il y en a beaucoup dans les Pyrénées. Hein, parce que ce sont des grottes où il y a de l'argile, donc ça s'est mieux conservé qu'ailleurs. La plupart des grottes avec des empreintes, c'est dans les Pyrénées. Et en Haute-Garonne aussi, en Ariège, en Haute-Garonne. Mais il n'y en a pas tant que ça, il y en a peut-être 20, un peu plus de 20. Puis il y en a qui ont été... Maintenant, les spéléologues sont formés. Ils savent très bien que s'ils tombent sur une grotte ornée, ils ne vont pas marcher n'importe où, n'importe comment. Ils savent qu'il faut respecter, ils font un cheminement pour ne pas abîmer, au cas où il y aurait des traces. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Hein. On sait qu'il y a eu des grottes où ça a été complètement saccagé, malheureusement. Hein. Pas forcément intentionnellement, mais bon, ils ont marché sans faire attention, quoi. Puisqu'on parle de Néandertal, est-ce qu'on est absolument certain aujourd'hui de ne pas avoir trouvé de vestiges d'art pariétal? Alors justement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti hier dans la presse où ils auraient trouvé, à la Roche-Cotard, je crois que c'est dans la Vienne, c'est une grotte dans la Vienne, des traits gravés de 57 000 ans. Si la datation est confirmée, parce qu'il faut toujours attendre un peu. Hein. Ça veut dire que ce serait Néandertal, puisqu'il n'y avait pas encore d'hommes modernes en Europe à cette époque-là, il n'y avait que des Néandertaliens. Maintenant, ce n'est pas figuratif, hein, ce sont quelques traits. Bon. Il y a cette structure de stalactite. Ah oui, alors ça c'est tout un débat. Alors, c'est effectivement daté très anciennement, c'est la grotte de Bruniquel. Et on a deux espèces d'ovales, très grands, hein, formés de stalactites. Bon. Et c'est daté de 175 000 ans. C'est pas naturel. C'est une structure qui a été mise là. Et on est loin, on est à plus de 100 mètres de l'entrée, on est dans une partie obscure de la grotte. Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a quelques vagues traces de feu aussi. Mais il n'y a pas de vestiges archéologiques. Alors évidemment, certains disent « Ah, ben voilà, c'est rituel, on a trouvé une ère de pratiques rituelles, etc. » Mais ça, les préhistoriens, ils ont un peu tendance à ça. Quand ils ne comprennent pas, ils disent « Ah, c'est rituel », comme l'histoire des phallus de tout à l'heure. Voilà, « Ah, on ne sait pas ce que c'est, ça doit être rituel. » Donc pour l'instant, on n'a pas d'explication. Ça peut être ludique, après tout. C'est peut-être une ère de jeu. On n'en sait strictement rien pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on aura une explication. Peut-être qu'on va trouver quelque chose qui ressemble avec des éléments, plus d'éléments archéologiques qui nous permettront de dire ce que c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ancien et que ça a été fait par les Néandertaliens, puisqu'il n'y avait pas encore d'Homo sapiens en Europe à cette époque-là. Maintenant, dire si c'est de l'art, franchement, moi, je doute. Hein. Ça ne ressemble pas à de l'art. À quoi ça a servi Il se peut qu'il y ait eu des éléments avec cette structure, ces deux structures qui se recoupent, hein, ces deux ovales qui se recoupent. Il se peut qu'il y ait eu des éléments en matière périssable qui ont disparu. Donc, très difficile de dire à quoi ça servait.
Est-ce que c'était des enclos, peut-être? Impossible de dire. Là, je crois qu'on ne sait pas, il vaut mieux dire on ne sait pas. Oui. Plutôt que d'inventer n'importe quoi, non, on ne sait pas. Et puis, Allez, une question de néophyte complètement. Par rapport aux mains, Oui. aux mains projetées, est-ce qu'il y avait de l'entraide? C'est-à-dire, il y a des mains de femmes, a priori, Oui. d'hommes, Et d'enfants. d'enfants. Est-ce qu'il y avait des hommes qui aidaient à sulfater, je dirais, parce que les enfants étaient, Alors, c'était chacun pour sa pomme? C'est intéressant ce que vous... Oui, parce qu'effectivement, on a un cas assez émouvant, je trouve, d'une main d'adulte et d'une main d'enfant superposées. Et on suppose que l'adulte a tenu la main de l'enfant pour qu'elle tienne, et puis ils ont soufflé la peinture sur les deux mains. Mais on voit que les deux mains, là, je ne sais plus si c'est la petite main d'abord et la grande au-dessus, enfin je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, les deux mains sont superposées et la peinture a été soufflée autour. Donc il y a vraiment volonté d'apposer sa main sur la paroi. Maintenant, pourquoi? Alors, la figuration de la main, c'est quelque chose de très général, on en trouve un peu partout dans le monde, hein. Il y a une grotte très impressionnante dans le sud de l'Argentine qui s'appelle la Cueva de las Manos Pintadas. Et il y a des centaines de mains. Des centaines de mains. C'est plus récent, je crois que c'est... Oui, oui, bah oui, c'est un peu plus récent. Ouais, mais quand même, hein, c'est quelques milliers d'années quand même. Et on ne sait pas. Mais ça, de toute façon, il peut y avoir plusieurs explications, hein. Alors, en Australie, on a des mains dessinées aussi. Des mains peintes. Il y a beaucoup, beaucoup de figurations de mains un peu partout. Donc l'explication qui vient à l'esprit la plus simple, c'est marquer son passage. Je suis passé là, je suis venu là. Voilà, pof, je laisse ma trace, un peu comme les graffitis aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, hein. Ça, c'est l'explication qui vient à l'esprit. Surtout que dans les grottes paléolithiques françaises, comme à Gargas, on a très souvent des phalanges, des doigts qui manquent ou des phalanges qui manquent. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, Est-ce donc... qu'on a évoqué le fait que ça puisse être une signature? Alors, non. Alors, par contre, on s'est rendu compte statistiquement que c'était toujours les mêmes phalanges qui manquaient ou les mêmes mains. C'est-à-dire, normalement, bon, moi je suis pas mathématicienne, mais on peut faire le calcul de toutes les possibilités possibles, et il y en a énormément. Selon qu'on enlève une phalange de tel doigt, tel autre, il y a beaucoup, beaucoup. Et en fait, on retrouve toujours les mêmes combinaisons. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, André Leroy-Gourand, là, le grand préhistorien, avait avancé une hypothèse intéressante, bon, elle n'est pas confirmée, mais elle est intéressante, que ça pouvait être la transcription d'un langage gestuel. Il se trouve qu'en Australie, chez les aborigènes, et aussi en Afrique du Sud, chez les Bushmen, il existe un langage gestuel de chasse silencieuse. Si on est à l'approche du gibier et qu'on voit, je ne sais pas moi, un singe, bah, ils font comme ça, le singe. Voilà. Ah non, le singe, c'est comme ça. Il a une main, comme nous. Ça, c'est girafe. Enfin, voilà, il y a tout un langage gestuel pour dire, il y a cet animal-là, là-bas. Mais on ne va pas hurler, non, on ne va pas hurler. Donc, on indique l'animal par le geste. Et on a même des figurations de mains, de gestes de main, ou des mains comme ça, de profil, etc. On a ça dans l'art des aborigènes. Donc, c'est intéressant. C'est une hypothèse intéressante. Ce serait la transcription d'un langage gestuel. Ce serait, hein, toujours avec des guillemets, parce qu'on ne sait pas, donc avec du conditionnel. En tout cas, c'est une des hypothèses qu'il avait avancées, parce qu'il y avait eu aussi d'autres hypothèses plus anciennement, genre, il se mutilait. Oui, c'est ça. Mais bon, d'abord, on n'a pas retrouvé de squelette mutilé. Alors, on sait que ça existe, c'est très rare, mais il existe des sociétés où on peut se mutiler en cas de deuil, par exemple, on se mutile un doigt ou autre. Mais dans une société de chasseurs-cueilleurs, ça paraît un peu curieux quand même de se mutiler les doigts, parce qu'on a quand même besoin de ses mains. Donc ça paraît un peu suspect. Et puis, je vous dis, on n'a pas retrouvé de squelette auquel il manquait des phalanges. Donc, c'est pas très convaincant comme hypothèse. Il y a des maladies aussi, une maladie de Carré ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des maladies. Pareil, on n'a jamais trouvé de traces de ces maladies sur les squelettes. Donc, pour l'instant, c'est une hypothèse qui tient la route, là, l'hypothèse du code gestuel, mais bon. Voilà. Tout à l'heure, excusez-moi, vous avez parlé d'yeux clairs. Alors, j'ai peut-être mal écouté, mais qu'est-ce qui vous permet de parler des yeux clairs? L'ADN, c'est des analyses génétiques. Ah oui, ce sont des analyses génétiques qui ont permis ça. Oui, oui.
Oui, tout On à vit- fait. Comme la on vit- couleur de la peau, comme les cheveux roux. Ouais. On vit une époque formidable avec l'ADN parce que Ouais. ça met en branle tout un tas de... Ah oui, oui, oui. Bah là, on a. d'hypothèses. Et puis alors, ça ouvre des possibilités incroyables. Hein, C'est Mais la morphologie dépend aussi beaucoup du Oui, climat. oui, oui, tout à fait. On sait que donc, si les gens sont arrivés avec des nez négroïdes, plus ils allaient vers le nord où il fait froid, plus le nez s'allonge, parce que si le nez s'allonge pas, ils ont des... C'est ça, c'est une des hypothèses que ça aiderait, oui, oui, pour que le cerveau n'ait pas trop froid, voilà. Pour que le cerveau n'ait pas froid, oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, il y a beaucoup d'adaptations, hein, bien sûr. Ouais, Les cheveux, c'est pareil, Oui. les cheveux. Oui. Parmi toutes les sociétés qu'on étudie aujourd'hui, là, est-ce qu'il y en a une qu'on pense proche de Sapiens? Les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, bah, en fait, c'est pas. Alors, on a des données souvent plutôt anciennes, en fait, parce qu'il n'y en a plus tellement, hein, des sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. En tout cas, en principe, il faut être très prudent. On essaye de ne pas plaquer directement les données, parce qu'on s'aperçoit que quand on étudie ces sociétés pré-industrielles, il y a une variabilité incroyable. C'est-à-dire que quelque chose qui signifie une chose dans une société, ça va signifier le contraire ailleurs, etc. Donc, on ne peut pas généraliser. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça donne des possibilités. On dit, tiens, ça pourrait éventuellement être une possibilité. Mais ça ne donne jamais de réponse clé en main, hein, jamais. Ça donne juste oui, ça ouvre le champ des possibles, c'est tout. Ouais. On peut citer par exemple deux exemples très souvent cités. Au Kalahari, les Bushmen ont un type de chant particulier. Donc le chant, ça ne s'est pas préservé dans Non, le chant, c'est... Qu'est-ce qui ne s'est pas préservé? Le chant, c'est les Bushmen, c'est pas les Bushmen, Le chant. c'est les aborigènes qui chantent. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est un exemple de choses qui étaient... Bien sûr, il y a des choses qui ne se conservent pas. Oui, oui. Australiens, Oui, oui. sud-africains, puis les Inuits du Grand Nord. Et ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ouais. Leur culture est très différente. Bien sûr, bah, de toute façon, 90%, 95% de ce qu'on fait, de ce qu'on émet comme pratique ne laisse pas de traces, c'est sûr. Alors on sait qu'il y avait quand même de la musique puisqu'on a retrouvé des flûtes. On a retrouvé des flûtes en os et même une flûte en ivoire. Donc, dont la plus ancienne a 40 000 ans. Donc on sait qu'il y avait des instruments de musique, il y avait de la musique. Maintenant, est-ce que c'était dans quel cadre ça se pratiquait? Est-ce que c'était très général? Est-ce que ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'ils étaient sensibles à la musique et qu'ils connaissaient. Après, il y a d'autres instruments de musique plus hypothétiques. Par exemple, les rhombes. Ce sont des espèces de plaquettes décorées de formes ovoïdes qui existent chez les aborigènes australiens. Ils les font tourner à toute vitesse et ça émet un sifflement. Donc on a retrouvé des choses qui ressemblaient beaucoup dans l'art, enfin dans les objets d'art, même à l'orignacien d'ailleurs. Et est-ce que c'était des instruments de musique ou pas, ou bien est-ce que c'était des grosses pendeloques, on ne sait pas trop. On a aussi des sifflets, on a aussi des objets en os avec des espèces de reliefs comme ça, qui ressemblent à des racleurs. Vous savez, des trucs que les enfants utilisent parfois. On frotte avec un bâton, ça fait du bruit comme ça fait comme un instrument de musique. Alors, les percussions de stalactites, ça a été... Alors ça c'est pareil. Alors ça, moi je suis un petit peu sceptique, mais je sais qu'il y a des gens qui croient beaucoup à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits dans les grottes où c'est plus ou moins sonore. Il y a plus ou moins une acoustique favorable. Et donc il y a des gens qui ont essayé de faire des études là-dessus et d'essayer de corréler l'emplacement des parois décorées voilà, avec les sons. Alors c'est possible, hein, mais moi c'est tout à fait possible. Oui. Maintenant je trouve que c'est difficile à vraiment à prouver, quoi. Mais bon, il y en a qui sont très pour. Hein. Mais pour moi, c'est pas être pour ou contre, quoi. Pour moi, il faut vraiment le prouver scientifiquement, quoi. En préhistoire, il y a beaucoup de théoriciens qui s'accrochent. C'est ça. Donc moi, je me dis, tant qu'on n'a pas vraiment moi, chaque fois que j'avance quelque chose dans mon livre et dans mes recherches, j'essaye toujours que ce soit étayé par des données archéologiques. En sachant qu'il y a une part d'interprétation, nécessairement. Mais il faut qu'elle soit la plus réduite possible. Il faut qu'on s'appuie quand même sur des données archéologiques et qu'on ne raconte pas n'importe quoi comme ça, quoi. Une dernière question. Alors, est-ce que les couples étaient fidèles? Je veux dire, est-ce que les... Non,
sexualité des couples au paléolithique. Ah, alors là. Non, c'est pas. D'abord, y avait-il des couples? On ne sait pas quelle était la structure familiale. Hein. On n'en sait rien. Non, mais on ne sait pas du tout quelle était la structure familiale. Hein. Il fallait déjà qu'ils comprennent. Si on parle de ça, la place de la femme, Oui. la place de la femme qui était la donneuse de vie, est-ce qu'au paléolithique supérieur, ils savaient faire le lien entre le moment de Oui, ça oui. sexuel Oui. que... Ça oui. Ça oui, parce qu'on ne connaît pas de société où ce soit ignoré. Tout simplement parce qu'ils voient les animaux se reproduire. Donc ça, c'est pas possible. Il y a eu à une époque il y a des gens qui ont essayé de dire, mais non, c'est impossible. Ouais, j'ai établi qu'il n'y a pas de société ignorant le lien entre l'acte sexuel et la naissance. Non, ils voient bien les animaux ici. Non. Parfait, ce Voilà. sera le mot de fin. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir et d'avoir suivi cette conférence avec nous. Et j'en profite pour remercier donc le gentil organisateur qui m'a invité. Merci pour ta présence. Merci à vous et je vous dis à bientôt.